Bien, mon mari s'appelait Guylain, c'est son prénom, et Urbain son nom de famille. Il était ingénieur informaticien chez IBM. Il était âgé de 45 ans, était sportif de haut niveau, je peux le dire sans le vanter. Et c'était un monsieur qui était passionné de la vie. À 45 ans, non-fumeur, sportif, amoureux de la vie, entendre le diagnostic d'un médecin qui dit « Monsieur, vous avez un cancer du poumon », c'est très dur. Ça a duré 2 ou 3 jours vraiment pour réaliser ce qu'on lui avait dit. Et au bout de ces 2 ou 3 jours, j'ai revu Guylain battant, comme dans des compétitions de course à pied, qui disait bon, c'est vrai, c'est une maladie grave, c'est une maladie mortelle, mais moi, elle ne va pas m'avoir, je vais me battre contre cette maladie. C'était presque tous les dimanches, compétition. Alors j'ai plein de souvenirs comme ça qui remontent le temps maintenant. Quand il a gagné au Vin de Bruxelles dans sa catégorie, voilà, il était parti avec un dossard 13. À Bruxelles, il a mis 1h02. La maladie, l'accident guettent chacun d'entre nous. Il faut parfois engager un combat difficile pour sauver sa vie. Dans ces situations extrêmes, il faudra peut-être faire des choix extrêmes. Ce n'est pas un combat que l'on peut mener seul. Il faut pouvoir s'entourer, choisir ses médecins, connaître exactement son état de santé, pouvoir en parler, savoir écouter. Et puis, grâce à cet échange, on devrait pouvoir prendre en toute liberté et dans le respect de ses convictions, des décisions concernant son avenir. Monsieur Galland a suivi ce parcours. Il a eu un cancer qui, après traitement, a pu être enrayé. Il est de ceux pour qui la bataille a été gagnée. J'ai moi-même défini les règles du jeu. C'est-à-dire que lorsque le médecin m'a dit, voilà, effectivement, il y a un cancer, comme je lui ai dit à l'époque, laissez-moi d'abord le digérer, maintenant on va le gérer. Parce que ma volonté, en tout cas, parce que ce n'est pas forcément le cas de tous les malades, mais ma volonté était de savoir exactement ce qu'on faisait. Je lui ai d'ailleurs dit clairement, je ne veux pas être un dossier, un numéro, un pion. On me fait ce qu'on doit faire, on m'indique effectivement qu'on fait ce qu'il y a de mieux à faire, et on m'explique chaque fois ce que l'on me fait, et pourquoi. Monsieur Galland, oui. La communication avec le patient s'établit en principe dans un climat de totale confiance. Donc, quand je rencontre une personne qui a un problème de cancer pour la première fois, j'essaie dans la mesure du possible de lui divulguer toutes les données de son problème pour, à terme, essayer de les résoudre un par un et arriver à une solution raisonnable pour elle. Il faudra donc, à chaque stade, expliquer à la personne où elle s'en trouve, où elle se trouve par rapport à la maladie et par rapport donc à la possibilité de sa propre mort qui est toujours en arrière-fond de nos relations. Donc dire un diagnostic et dire les possibilités thérapeutiques. Donc maintenant on est dans une surveillance trimestrielle. On va vérifier la radio de thorax, donc on fait une radio de poumon. Moi, je ne pense pas que tout le monde doit être informé obligatoirement d'office. Je crois que c'est peut-être là le travail aussi d'un psychologue dans des équipes d'encadrement et d'un médecin qui a évidemment qui doit être théoriquement attentif au cas qui se présente devant lui. C'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin dans cette information. Parce qu'on peut aussi avoir un client qui crâne, qui dit « moi je veux tout savoir » et puis quand il apprend vraiment les choses pire que ce qu'il pouvait imaginer, parce qu'on lui dira la vérité, pourrait réagir très mal. Je ne suis pas certain que ça doive devenir une règle générale et automatique. Je pense que la vérité est nécessaire, est indispensable, mais ne doit pas se délivrer comme un courrier à la poste, une seule enveloppe, on ouvre et on apprend tout ce qu'il y a à apprendre sur sa maladie. Je pense que le courrier sera complet, l'information sera complète. En fin de course, à un moment donné, le patient saura tout et il me devancera. Lui saura où il va, mieux que moi. Mais au départ de la relation, c'est à moi à gérer dans
dans la finesse, allais-je dire, mais ça n'est pas toujours très subtil et parfois je me trompe, une relation qui va devoir durer un certain temps, avec beaucoup de problèmes, où la clarté est essentielle. Mais on va poursuivre la mise au point, peut-être voir l'endocrinologue et voir s'il y a lieu de faire autre chose. Il y a un principe, c'est que le patient est informé et qu'il a le choix de faire ce qu'il veut. Quand nous sommes dans une relation de clarté, qu'une personne vient nous voir, vient me voir, et me dit, voilà, j'ai un cancer, il est à ce stade, on en arrive à cette conclusion, que peut-on faire? Les options thérapeutiques que je leur offre sont souvent acceptées. Il faut bien se dire que nous utilisons des médicaments qui peuvent avoir de gros effets secondaires et pas beaucoup d'activité. Certaines personnes vont dire, j'accepte le risque de gros effets secondaires pour une chance de peu d'activité. D'autres personnes nous disent non. Non, nous préférons ne pas être traités et attendre la fin tranquillement, sans agression. Et c'est quelque chose que nous acceptons totalement, totalement. La communication entre le patient et le corps médical est primordiale. C'est grâce à elle que le patient pourra se forger une opinion qui l'aidera à décider de son avenir. Le malade, se sachant condamné, pourra décider en toute connaissance de cause d'arrêter les traitements curatifs. Il s'agira alors de soulager physiquement et moralement le patient et de l'accompagner jusqu'à son décès. Ça revient en fait à définir ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs. Donc, ce sont des soins qui sont centrés sur une approche globale de la personne et qui s'appuient, je dirais, d'abord et avant tout sur la relation que le personnel soignant, que ce soit le personnel médical ou le personnel infirmier, va établir avec cette personne. Je pense aussi que dans cette approche de fin de vie, outre cette approche globale, donc la réponse aux différents besoins des malades, les besoins physiques, les besoins psychologiques, les besoins sociaux et les besoins spirituels, une approche humaniste au sens d'une ouverture aux malades est un élément indispensable pour la qualité des soins. Il y a cette prise de conscience de la nécessité d'une approche globale, telle que la définissent les soins palliatifs, qui ne doit pas être limitée uniquement à la phase terminale des maladies ou aux phases de fin de vie, mais que tout patient, bien sûr, atteint d'une maladie, et a fortiori atteint d'une maladie à pronostic fatal, devrait pouvoir bénéficier de ce type d'approche. Dans certaines pathologies, on est devant ce paradoxe aujourd'hui que malgré les traitements et les progrès de la médecine, certaines maladies ne sont pas encore guérissables. Si les soins palliatifs procurent un soulagement pour certains malades, ils n'empêchent pas la dégradation physique ou psychique. Certaines personnes, se sachant condamnées, refusent la déchéance et souhaiteraient pouvoir mourir dans le respect de leur dignité. Pendant toutes ces années où il a fait de la course à pied, mon mari avait l'habitude de noter tous les jours les kilomètres qu'il faisait, le tour qu'il avait fait, le temps, etc. Et on peut suivre un peu toute sa vie sportive et malheureusement la dernière année un peu sa vie de la maladie aussi parce qu'on retrouve des petites annotations anormales, j'ai dû marcher, etc. Et alors la fatalité, dernière page, on peut lire arrêt de la course à pied pour un bon moment, cancer du poumon. Il a su la vérité pendant toute la maladie, les traitements et tout. Il en a toujours discuté ouvertement avec tous les médecins, que ce soit les spécialistes cancérologues ou le médecin traitant. Seulement, arrivé à ce stade-là, apparemment les médecins ont plus de mal que le malade à dire ce genre de choses et d'appeler le malade dans un cabinet et lui dire « Monsieur, il n'y a plus rien à faire ». Parce qu'à partir de ce moment-là, le dossier, comme par magie, s'est retrouvé sur le bureau du médecin traitant qui, lui, a dû nous l'annoncer.
qu'il n'y avait plus aucun traitement, qu'on ne savait plus faire de chimio, qu'on ne savait plus faire de radiothérapie et qu'il était impossible d'opérer à cet endroit-là. Mon mari n'a jamais eu peur de la maladie, c'était un battant, mais ce qui lui a toujours fait peur, c'est la déchéance que cette maladie pouvait lui apporter. Et je vais dire que même avant d'être malade, quand il voyait quelqu'un qui était vraiment dans un état lamentable, physiquement, etc., il me disait toujours, mon Dieu, que ça ne m'arrive jamais. C'est quelque chose qui, pour lui, c'était plus ça la vie. C'était une survie, mais c'était pas la vie comme il l'entendait. Très rapidement, il s'est vu qu'il n'a plus pu se lever du lit, qu'il devenait la perte musculaire, enfin, un amaigrissement assez effroyable. Il a demandé à une infirmière de lui apporter une balance parce qu'il se rendait compte. Et quand il a vu ce jour-là, c'était encore un bon moment avant sa mort, qu'il était retombé à 43 kilos, je crois, il m'a dit « Écoute, maintenant c'est terminé. Je crois que pour toi et pour moi, il est temps qu'on se dise au revoir. » Enfin, vraiment, c'est un monsieur qui était prêt à mourir. Mais prêt à mourir dans certaines conditions. Parce que pour lui, la vie, c'était pouvoir parler avec les gens, c'était pouvoir se promener, etc. Et à partir du moment où il était vivant, pour la médecine, je suis d'accord, il était vivant, mais qu'il était dans un lit, à ne plus pouvoir ni bouger, ni boire, ni manger, pour lui, ce n'était plus ça la vie. Ça, c'était une survie, mais qui l'amenait pour lui à une déchéance d'elle qu'il n'a pas acceptée. Et à ce moment-là, mon mari a demandé l'euthanasie. Malheureusement, les lois sont telles en Belgique qu'il n'a pas eu de réponse favorable. Il a demandé au médecin qui s'occupait de lui en clinique, qui lui a dit « Monsieur, ne comptez pas sur moi pour faire ce genre de choses. C'est interdit et de toute façon, je ne risquerai pas ma carrière pour vous aider. » Ce n'est pas une critique du corps médical. Le corps médical a des impossibilités de faire certaines choses. Même si dans leur tête et dans leur cœur, ils pensent que c'est la meilleure chose à faire pour le malade, il fait que vous n'êtes pas seul en clinique. Je ne sais pas comment ça se serait passé si mon mari était à la maison. Je ne sais pas si on aurait pu l'aider. On lui a dit, mais vous savez, monsieur, si ça devient trop dur, on peut vous donner des médicaments, vous allez sombrer dans un coma, et au bout d'un certain temps, vous allez vous endormir doucement. Et là, ça a choqué mon mari, parce qu'il m'a dit, mais enfin, c'est de l'hypocrisie, ça. On refuse de me faire une injection pour me faire partir en te regardant une dernière fois. Ça, c'est un meurtre. Mais me donner des médicaments qui vont me faire mourir à petit feu pendant une semaine, ça, c'est accepté. En une fois, on le considère comme un enfant de 2 ans, débile, qui n'est pas capable de juger lui-même de ce qu'il a envie, de ce qu'il n'a pas envie. Avant ça, on vous dit, est-ce qu'on entame une nouvelle séance de chimio? Est-ce que vous vous sentez capable? Et là, on a le droit de dire oui, de dire non. Et en une fois, c'est terminé. Vous ne devenez plus qu'un objet dans les mains des médecins. C'est eux qui décident de ce que vous pouvez recevoir, de ce que vous ne pouvez pas recevoir. Et le malade, il n'a plus le droit à la parole. C'est un des moments quand même les plus importants de la vie, malheureusement, mais tout le monde doit y passer. Alors je pense quand même qu'on pourrait au moins laisser aux gens, puisque mourir, on savait qu'il allait mourir. C'est pas les médecins qui lui auraient donné la mort. La mort, il l'avait en lui depuis plus d'1 an et bien en lui depuis 2 mois, depuis les 2 mois d'hospitalisation. On lui changeait la mort, c'était pas la même chose. Je vais vous montrer la lettre, enfin, au moins vous la lire, la lettre que j'ai reçue d'un ami de mon mari qui était médecin, à qui mon mari a demandé d'intervenir et qu'il n'a pas fait. Tu as dit que pour toi, répondre à la demande ultime de Guylain aurait été une preuve d'amour et que si la possibilité t'avait été offerte tu l'aurais saisie. C'est à ce sujet que je voudrais nuancer la question. Aimer jusqu'à offrir la mort, c'est bien cela et c'est vrai. Ces 2 mois que tu as vécu en profonde empathie avec Guylain comptent énormément dans une pareille décision. Je veux dire que dans le choix d'une euthanasie active, cette décision importante ne peut être prise, je crois, qu'au terme d'un accompagnement long et permanent. C'est pourquoi ton témoignage et ton expérience sont uniques. Aucun de nous n'a été impliqué à ce point dans cette relation autant que toi. Je pense par ailleurs que nous, médecins, n'osons parler et envisager l'euthanasie parce qu'incapables pour diverses raisons d'assurer l'accompagnement qui en est indissociable. L'un ne va pas sans l'autre en aucun cas.
Il y a aussi, mais dans une moindre mesure, tous les tabous, qu'ils soient idéologiques, religieux ou légaux. Cet héritage culturel pesant en retard sur l'évolution des consciences et des besoins, cette épée de Damoclès, cette culpabilité qu'incarne toujours l'ordre des médecins et comme l'Église d'ailleurs. Il est bien certain qu'il faut des témoignages comme le tien pour bousculer tout cela, pour remettre en question ces a priori arbitraires qui font obstacle à une véritable réflexion sur l'euthanasie active, mais je le répète, les choses sont beaucoup plus complexes pour moi. L'euthanasie est légalement interdite en Belgique. Cette pratique est considérée aux yeux de la loi comme un meurtre. De plus, l'article 95 du Code de déontologie médicale spécifie que le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade, ni l'aider à se suicider. Et pourtant, il arrive que l'euthanasie se pratique en Belgique. Elle se fait dans l'ombre, à l'abri des dénonciations, dans le secret le plus total. Ma femme a dû subir une intervention assez banale. Il s'agissait de retirer un fibrome de l'utérus. On s'est aperçu que des cellules cancéreuses étaient disséminées. On a ouvert 2 mois plus tard pour s'apercevoir que en fait c'était les intestins qui étaient atteints. Elle a suivi une chimiothérapie à ce moment-là, pendant 5 mois. Et à l'issue de cette chimiothérapie, on s'est aperçu que le cancer était tellement avancé qu'il touchait même le péritoine et plus rien n'était possible médicalement. Il y a eu une véritable complicité entre le médecin traitant et elle-même. Le médecin traitant l'a averti de ce qui l'attendait, n'a fait mystère de rien. Elle préférait ce langage-là, elle en a tenu compte, et jusqu'au bout, il a assisté. Ma femme ne croyait guère à la possibilité de rémission à partir du moment où 3 médecins étaient penchés sur le cas et ne voyait guère d'issue, très réellement, sauf acharnement thérapeutique, ce dont elle ne voulait pas. Elle avait un contact assez facile avec les médecins et dans l'ensemble, elle s'est dit très facilement que l'important c'était de sortir de cette vie sans trop de difficultés, mais surtout avec beaucoup de dignité. Le médecin lui-même a abordé le sujet de l'euthanasie à partir du moment où il a su, où il a senti, il a perçu que vraisemblablement il n'y avait pas d'autre issue que la mort elle-même, qu'il n'y avait pas de remède possible. Il a envisagé de lui-même, la connaissant, car il la connaissait depuis longtemps, il l'appréciait, et tous les deux en ont discuté très sereinement plusieurs mois avant qu'elle ne soit véritablement trop faible que pour pouvoir prendre des décisions trop particulières. Il y a eu à peu près 10 mois entre le moment où le médecin en a parlé et où sa mort a été inévitable. À aucun moment il n'y a eu d'hésitation de sa part. Simplement, il s'agissait de choisir le moment. Elle en était tellement consciente que la dernière nuit qu'elle a passée à la maison, par 2 ou 3 fois, si je me souviens bien, elle s'est levée d'elle-même, malgré son état de faiblesse, pour aller aux toilettes. De façon à ce qu'il ne reste pas de traces qui pourraient faire penser qu'elle ait souffert ou qu'elle était en quelque sorte dégradée, du moins de son point de vue. L'euthanasie a eu lieu le matin. Elle avait décidé de la chose la veille. Elle avait réuni les enfants et moi-même, avait donné ses consignes, si je puis dire, pour l'avenir. Nous avons pris les choses le plus sereinement possible. Et ayant pris contact avec le médecin, qui se doutait bien sûr de l'issue, il a dit qu'il viendrait le lendemain vers 7h30 du matin. Je lui ai dit, eh bien, tu pars avec tout notre amour. Elle a répondu, le mien aussi, puis elle a levé le bras, elle m'a dit, ne dis plus rien. On s'est embrassés, je suis descendu, le médecin est arrivé 10 minutes après. Je l'ai laissé monter, je suis resté avec les enfants. Nous avons papoté de choses et d'autres, comme s'il fallait meubler le silence en quelque sorte. Puis le médecin est redescendu après une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Il se montrait très, très humain. Il semblait visiblement lui-même atteint. Il a dit lui-même d'ailleurs, et je sais que c'est un homme qui ne montre pas facilement ses sentiments, qu'il valait mieux que ça n'arrive pas tous les jours. Il allait reprendre ses consultations vers 9h du matin et on sentait que ça lui pesait terriblement. Mais on sentait en même temps qu'il avait fait
Véritablement, c'est qu'il sentait comme son devoir, en accord avec la personne. C'est une personne qui, effectivement, est restée digne jusqu'au bout. Elle est partie exactement comme elle voulait partir. Et je crois que, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur la mort, sur l'au-delà, etc., ça ne peut être que, du moins de mon point de vue, que la meilleure manière de partir, c'est-à-dire en fonction de la volonté propre de la personne, et non pas de quelque interventionnisme autre venant de l'extérieur, qu'il soit légal, qu'il soit d'ordre moral, religieux, etc. Je crois que ça concerne avant tout la personne qui souffre, qui est au bout du rouleau, et celle qui va pratiquer le geste technique de l'euthanasie. C'est une question entre ces personnes, et d'une certaine manière, ça ne regarde personne d'autre. Dans notre société où tout est mis en œuvre pour le respect des droits de l'homme, pourquoi ne pas reconnaître à la personne qui se sait définitivement condamnée et qui en fait le souhait, le droit ultime de mourir selon sa propre conception de la dignité? Pourquoi ne pas, selon des critères bien précis, permettre aux médecins de pratiquer cet acte en dehors de la clandestinité, en toute légalité? J'exerce la profession de médecin généraliste en communauté française et je suis donc, comme on l'a précisé, confronté de multiples fois dans ma vie professionnelle à la vie finissante d'un patient qui est resté à domicile. Il m'est arrivé de permettre à des personnes avec qui j'avais passé le contrat moral de les suivre jusqu'au bout, de la manière dont ils m'avaient décrit leur sens de la dignité de leur vie, leur sens de leur volonté, et avec qui nous avions parlé de manière approfondie et à plusieurs reprises. Il m'est arrivé de leur permettre de finir leur vie comme leur désir avait été souligné à de multiples reprises. C'est toujours extrêmement déchirant et il faut qu'on ait une connivence avec le patient qui nous a permis d'être préparés et qui a permis au patient d'être préparé. C'est peut-être, comme le définissent certains, un grand acte d'amour. Dépénaliser l'euthanasie ne veut pas dire tuer. Ça veut simplement dire permettre à certains d'être en accord avec leur volonté, leur subjectivité, leur sens de la dignité. Et si d'autres, pour des raisons qui leur sont personnelles ou qui leur sont philosophiques ou religieux, ne veulent pas, personne n'est obligé. Mais il faut peut-être cesser d'interdire. Chacun d'entre nous risque d'être un jour confronté à cet état de fin de vie, que ce soit la sienne ou celle d'un proche. Afin de respecter la liberté de chacun, une réforme législative en matière d'euthanasie répondrait à l'attente de la majorité de la population. Une des solutions consiste à prendre en compte le choix du patient exprimé dans un testament, le testament de vie. Celui-ci permet d'informer le médecin et l'équipe soignante des dernières volontés du patient, dans le cas où il n'est plus capable de les exprimer. J'ai rempli effectivement un testament de vie parce que je pense qu'il y a des situations extrêmes où la vie ne vaut plus la peine d'être vécue et où j'ai le droit de demander, puisque je ne peux pas l'exiger dans l'état actuel des choses, mais en tout cas de demander de façon tout à fait claire et à un moment où je suis tout à fait lucide à ce que, soit on ne prolonge pas ma vie dépourvue de sens, soit à ce qu'on y mette fin de façon active. Mais pour moi, le testament de vie, c'est un moyen de garder sur sa propre existence une maîtrise jusqu'aux portes de la mort comme on l'a eu pendant toute sa vie. Et c'est pour moi un droit absolu de garder cette maîtrise. Je ne la donne ni à un médecin, ni à un inconnu.
Il est évident que l'euthanasie se pratique, mais elle se pratique en secret, dans l'angoisse des médecins, par les uns et pas par les autres. Enfin, il y a là une situation de flou que je trouve pas acceptable. Et alors là où elle me prive véritablement d'une liberté, me semble-t-il, c'est dans la question du suicide. Je suis libre, chaque citoyen est libre de se suicider, et la loi ne punit pas le suicide. Je suis tout à fait conscient, bien sûr, de ce que beaucoup de suicides, malheureusement, résultent d'un état maladif qu'il aurait fallu percevoir et soigner de toute urgence. Mais il y a aussi des suicides raisonnables, raisonnés. Et je pense que si quelqu'un, ou moi, est lucide, désire mettre fin à sa vie, mais n'en est plus capable pour des raisons physiques, je pense qu'il a le droit d'être assisté pour réaliser la mort qu'il souhaite, et qu'il est injuste que les proches et les médecins se trouvent exposés à des poursuites et à des condamnations s'ils accomplissent ce geste qui, réfléchi dans une situation bien donnée, est au contraire un geste d'humanité. Ce que je ne comprends pas et que je n'admets pas, c'est au nom de quelle loi ou au nom de quelle morale on estime qu'il est plus humain de laisser quelqu'un mourir en 2 mois au lieu de lui faire une injection pour le faire partir en 1 minute à la demande de ce malade. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Actuellement, 2 ans après, je n'ai toujours pas compris. Et je voudrais vraiment qu'on puisse me l'expliquer, parce que moi, je ne vois aucune différence, à part le fait du déchirement familial que ça peut occasionner et des séquelles que ça laisse par après. La liberté de Guillain s'est arrêtée au seuil de sa mort. Il a passé ce cap face à l'intolérance et à l'incompréhension. Combien comme lui ont suivi le même chemin? Pourquoi refuser ce droit élémentaire qui est de déterminer librement, selon ses convictions et sa conscience, la manière d'aborder sa mort?